Eh bien, vous repose la question que Maxime a posée il y a un vous instant, répondre très et clairement. qu'au fond Volodymyr Zelensky nous pose à tous depuis quelques jours. Ces missiles Scalp de fabrication française qui sont livrés aux Ukrainiens, faut-il les autoriser à les utiliser, y compris pour taper à l'intérieur du territoire russe? Des cibles qui sont des batteries de missiles visant l'Ukraine à l'intérieur du territoire russe, oui. Oui. Écoutez ce qu'il a dit, les mecs. Écoutez ce qu'il a dit. Écoutez, il a dit oui. Ça ne pose pas de problème. Vous vous rendez compte? Et oui, non, non. Vous aviez dit exactement la même chose au moment des livraisons des tanks. Vous aviez dit exactement la même chose à chaque étape du soutien à la résistance ukrainienne. À chaque fois, vous aviez dit attention, c'est une escalade, c'est une ligne rouge. Vous aviez dit la même chose au moment des sanctions. Donc, monsieur, en fait, si vous aviez été au pouvoir, mais les troupes de Poutine seraient en Lettonie ou en Pologne au moment où on se parle. Donc, à un moment, quand je parle, moi, du soutien, Gardez votre alors, s'il vous plaît, monsieur Bardella, la guerre est un sujet tellement sérieux que cela fait 20 ans que j'alerte sur la guerre que mène Vladimir Poutine contre les démocraties européennes, que j'ai créé au Parlement européen, puis présidé la commission sur les ingérences étrangères analysant. Et qu'on reparle de cette commission. Monsieur Bardella, laissez-moi parler. Analysant la guerre hybride menée par Vladimir Poutine contre le pays, que j'étais, moi, monsieur, en Géorgie pendant que votre parti approuvait le démembrement étrangers, pas moi, oui, c'est vrai. Démembrement de cette nation, et que j'étais en Ukraine Ukraine pendant que votre parti approuvait l'annexion de la Crimée et qu'à chaque fois j'alertais sur la guerre qui allait ébranler le continent européen. Donc moi je suis extrêmement sérieux. Ce sont mes amis qui sont sur le front et j'ai des amis qui sont morts. Donc je ne vous permets pas. Mais moi maintenant je vais vous dire, il faut faire bien plus que ce que nous faisons aujourd'hui. Il faut saisir les 206 milliards d'avoirs publics russes qui sont gelés dans nos banques. Il faut mettre fin aux trous dans nos sanctions à l'égard du régime russe, notamment sur le gaz naturel liquéfié ou sur la filière de l'uranium. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à des troupes sur place? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à des troupes sur place? Et il faut d'abord réarmer le continent européen. Un fonds de 100 milliards, avec la priorisation qui a été refusée jusqu'ici par Paris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais le politique doit fixer le cap et il doit dire aux industriels ce qu'ils doivent produire et pour qui ils doivent le produire. Et c'est comme ça que nous... Mais il est en train de parler comme un général, mon gars. Il est en train de parler comme un général en guerre. Wesh, c'est une dinguerie. Il parle pas de désescalade, de parler, de pourparler, perspective de paix. Avec les Ukrainiens et les Russes autour d'une table, avec un missionnaire, je sais pas, genre avec les Suisses. C'est une dinguerie. Et vous dites je l'aime bien, mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. D'aimer Glucksmann, vous êtes fous. On peut s'exprimer sur cette question-là, Raphaël Glucksmann. Mais je vous le dis. On joue pas avec la guerre, les mecs, hein. On joue pas avec la guerre, vous êtes fous, quoi. Je vous le dis. Ceux qui pensent que c'est une guerre entre la Russie et l'Ukraine, que l'objet de cette guerre, c'est le Donbass, ou c'est la Crimée. Ceux qui pensent cela ont la tête dans le sable. Parce que nous sommes les cibles. Et c'est pour ça que ce n'est pas de la solidarité vis-à-vis des Ukrainiens ce qu'on demande. C'est de la conscience de nos intérêts vitaux. Une conscience dont vous êtes totalement dépourvu. Valérie, Monsieur Bardella. Vous allez pouvoir répondre. Valérie, d'accord. Sur cette question-là. Précisément. Les deux questions qu'on vient de poser. Les missiles, est-ce qu'on peut autoriser les Ukrainiens à cibler les Russes sur leur territoire avec nos missiles fabriqués en France, premièrement? Et deuxième question que posait Apolline à l'instant, les troupes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est le moment d'envisager sérieusement d'envoyer des troupes occidentales, françaises, européennes comme évoqué par le président? D'abord, il faut rappeler effectivement les enjeux de cette guerre. Les Ukrainiens, ils se battent évidemment pour recouvrir leur intégrité. Les Ukrainiens, ils se battent. Elle sait même pas parler, wesh. Les Ukrainiens, ils se battent. Oh là là. Territoriale, mais ils se battent pour nos valeurs. Mais clairement, cette guerre, ça n'est pas seulement celle des Ukrainiens. Elle a un impact direct sur nous. Et parfois, j'entends des Français dire « Mais pourquoi on donne tant d'argent, tant de milliards pour les Ukrainiens et c'est de l'argent qu'on pourrait utiliser pour nous ?» Eh bien, l'argent qu'on met aujourd'hui pour aider les Ukrainiens, c'est de l'argent qu'on ne mettra pas demain ou qu'il faudra mettre au quintuple demain si Vladimir Poutine était victorieux en Ukraine. Il y a un enjeu de sécurité militaire pour nous. Nos amis à l'Est de l'Europe le disent. Qui sait où Vladimir Poutine s'arrêtera s'il est victorieux en Ukraine? Probablement que peut-être
Demain, c'est la Pologne qui sera attaquée. On a un enjeu de sécurité économique. On le voit déjà. L'impact depuis 2022 de la guerre est concret pour nous, avec aussi un enjeu sur l'inflation. Demain, si Vladimir Poutine gagne en Ukraine, mais c'est important que les Français aient tous les éléments en tête. Si Vladimir Poutine gagne en Ukraine demain, il détient 30% des réserves mondiales de blé, avec l'impact qu'on peut imaginer sur le prix de la baguette de pain. Vous n'avez pas répondu Donc, à la question. l'investissement et le soutien Personne ne répond, en Ukraine, fait. il est important. On ne va pas refaire un point sur la situation. On voudrait avancer. Le président de la République a évoqué armes doivent être autorisées. l'ambiguïté. Alors, il faut accélérer sur les livraisons d'armes. Le président de la République a évoqué ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique. La réalité, c'est quoi? C'est que Vladimir Poutine ne connaît que le rapport de force. Jusqu'à présent, ou jusqu'à il y a peu, il connaissait... Les 5 subs. Oh, jure, Soltri. Oh, merci Soltri pour les 5 subs. Oh putain, j'avais pas vu, excusez-moi. Excusez-moi, merci. Non, fixé aucune. Oui, mais vous ne répondez pas à ma question. Il faut jouer le rapport de Merci, force mon gars, avec pour le soutien. Vladimir Poutine. Et donc, évidemment, personne n'a d'intérêt direct ou ne souhaite affronter un affrontement direct avec la Russie. Mais il faut jouer le rapport de force. Il n'y a que ça que Vladimir Poutine reconnaisse l'ambiguïté stratégique. Moi, je suis allée en Ukraine. J'ai rencontré Vladimir Poutine Mais vous êtes nombreux il y a quelques mois. Valérie Ayé, vous n'avez pas J'ai rencontré, pardonnez-moi. Elle a rencontré Vladimir Poutine, elle a mis ce clic. J'ai rencontré Volodymyr Zelensky il y a quelques mois. Il m'a dit qu'il avait estimé que les propos du président de la République étaient nécessaires parce qu'ils avaient changé les termes du débat et du rapport de force. Je vous repose la question aujourd'hui de manière la plus claire en Ukraine. Nous livrons aujourd'hui, tel qu'on l'a posé à vos deux concurrents à côté de vous, et on la posera aux autres. Aujourd'hui, nous livrons des missiles Scalp, mais nous n'autorisons pas les Ukrainiens à les utiliser sur le sol russe. Faut-il, oui ou non, les y autoriser, comme le demande Volodymyr Zelensky? Je vais vous dire, honnêtement, je ne suis pas experte de ces sujets. Je laisserai le ministre de la Défense en la mettre. Oui, mais je suis pas... Non, mais je pense qu'il faut aider l'Ukraine le plus... Elle a dit elle s'y connaît pas, elle a pas un avis sur ça alors que c'est un dossier européen et elle participe aux élections européennes. Oh la honte. Massivement possible. C'est une évidence et aller au maximum de ce qu'on peut faire. Raphaël Glucksmann vous supplie de répondre oui, mais vous ne voulez pas répondre oui. Vous avez fait l'intégralité de votre campagne. On le vote, vous êtes incapable de répondre à cette question. Mais on le vote au Parlement européen, c'est dans nos résolutions. Avec le Parlement. Madame Ayé, c'est dans nos résolutions, on l'a voté déjà. Je souhaite assumez-le. le plus vite possible, le plus massivement possible aux demandes. Au lieu d'être ambigu sur l'envoi de troupes, accepter que les Ukrainiens puissent utiliser nos armes. Les Ukrainiens demandent nos armes. Il faut écouter ce que demandent les Ukrainiens. Oui, c'est ce que je vous dis. Ils demandent d'utiliser nos armes. Ils ne nous demandent pas de troupes. Ils nous demandent d'utiliser nos armes. Moi, Volodymyr Zelensky, il m'a dit n'inventez pas un débat littéraire, donnez-leur ce qu'ils veulent. L'ambiguïté stratégique, elle est nécessaire aussi. Mais lui, il veut vraiment... mais les mecs, je sais pas ce qui va se passer, mais si nous, Européens, on accepte que les Ukrainiens tapent avec nos missiles dans le sol russe, au sol russe, ils peuvent taper Saint-Pétersbourg, ils peuvent taper Moscou, ils peuvent taper des villes assez fréquentées en Russie. Ça peut retomber sur nous, les mecs, Mais c'est un malade de Glucksmann, C'est un malade. On sait pas ce que Poutine, il pourrait faire, genre. On sait pas ce qu'il pourrait faire. Est-ce que ça peut être considéré comme de la co-belligérance? Et à ce moment-là, Poutine, il réagit vraiment fermement? Mec, c'est dangereux ce qu'il nous dit, Glucksmann, Merci, Sukuro, pour le sub. Jure, un nouveau sub. Les 5 subs offerts, merci mon gars, merci. Si, parce que c'est le jeu. C'est la tête. Jordan Bardella, s'il vous plaît. Jordan Bardella, sur cette question extrêmement précise, on va pas refaire la même chose. Sur cette question très précise, les missiles, oui, non. Maintenant, quand on fera des interviews ensemble et que je ne saurais pas répondre à vos questions, je vous répondrai ambiguïté stratégique. Parce que là, pour le coup, cette question, elle est extrêmement sérieuse et elle est extrêmement grave. D'abord, le rôle de la France, c'est de ne pas fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer aux portes de l'Europe, parce que précisément, il en va du rôle historique de la France et de la défense de nos intérêts. Je pense que... C'est le jour de paix, on dirait, on est le 27. C'est là le rôle de la France, et c'est, à mon sens, le rôle qu'aurait dû être celui de la France, et de maintenir cette ligne de crête entre à la fois un soutien à l'Ukraine, pour permettre à l'Ukraine de tenir le front, avec le matériel dont a besoin l'Ukraine pour tenir le front, tout en évitant le risque d'escalade avec la Russie. Vous m'interrogez concrètement sur la possibilité d'envoyer des missiles qui pourraient directement impacter le territoire russe. J'y suis opposé, comme beaucoup de chefs d'État européens d'ailleurs. D'ailleurs, les gars, petite parenthèse, les Américains semblent disposés à laisser l'Ukraine frapper sur le sol russe avec les armes qu'ils leur ont envoyées. Genre, même les armes américaines
donné dans les mains ukrainiennes, les Américains, ils ont dit, vas-y, si vous voulez taper le sol russe, allez-y, vous pouvez le faire. Waouh! Ah ouais, les Américains, ils ont donné le feu vert. Putain, je suis choqué, wesh. Après, le truc, c'est que, ok, imaginons que les Ukrainiens, avec les armes américaines, ils tapent le sol russe, je ne pense pas que les Russes, ils sont assez fous pour aller taper les Américains. Hein. Ça m'étonnerait, les mecs. Hein. Par contre, ils ont des couilles, les Américains, d'accepter ça. Hein. Ils ont des couilles. Mais c'est vrai qu'avec le rapport de force, Russie contre Amérique, attention quand même. Je suis favorable. Les Américains, ils veulent l'escalade. Ça se trouve, les Américains, ils veulent juste l'escalade, en fait. Hein. C'est ça. Hein. Les Américains sont toujours impliqués dans toutes les guerres, dans toutes les façons. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. Donc là, pourquoi Asselineau n'est pas là alors qu'il fait le même score que les communistes? J'avoue que si on avait un Asselineau, j'aurais été content, les mecs. Hein. Je suis désolé, j'aurais été content parce que lui, en géopolitique, mais même de guerre, il a des choses à dire, monsieur Asselineau. Hein. Il a des choses à dire. Et la guerre, en même temps. Dommage qu'il a été boycotté. Hein. Dommage. Et ça mérite mieux que des espèces d'élucubrations. Dommage. Fait, où on dit, on va envoyer des chars, on va envoyer des armes. Mais non, on n'a même pas. Pour une réalité, laissez-moi finir, je vous ai pas interrompu. Ce ne sont pas des élucubrations. Aujourd'hui, ce sont ce que demandent des gens qui résistent pour la sécurité de tous les Européens. Oui, mais ce que je veux vous dire, monsieur Glucksmann, c'est que les positions des va-t-en-guerre comme vous, comme le président de la République... Il y a un seul va-t-en-guerre, c'est Vladimir Poutine. Vous énervez pas. Parce que ce sujet mérite qu'on reste calme. Lorsque le président de la République va jusqu'à dire on peut envoyer des troupes avant la fin de l'année, on peut éventuellement envisager le partage de la dissuasion nucléaire avec nos partenaires européens, j'estime qu'ils feront... Ouah, les éléments de langage de Dofla. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit quoi? Ouais, c'est quoi mes éléments de langage? J'ai pas compris, là. Hein. Premier degré Dofla sur Asselineau, le fou du bus. Alors, les mecs, vous pouvez me traiter de fou, y a pas de problème. C'est pas que j'aime Asselineau. C'est que un Asselineau, dans les débats des Européennes, il mérite d'être là, les gars. Il mérite d'être présent, je suis désolé. Il mérite d'être présent. Ça peut être le fou du bus, pas de problème. Mais un Asselineau ici, pourquoi pas, wesh? Pourquoi pas? Bardella, il a redit va-t-en-guerre, c'est tout. Ah, c'est parce que je l'avais utilisé. Franchit là des lignes rouges attentatoires à la souveraineté, à la Constitution française et au rôle diplomatique et militaire historique de la France. Donc vous dites non sur l'émission. J'en termine. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous serions, en termes militaires, incapables de faire ce que fait l'Ukraine depuis 2 ans. En cas de conflit de haute intensité, nous ne serions capables de tenir que 3 semaines au regard de l'état aujourd'hui de nos armées. Donc il faut considérablement rehausser les moyens de notre armée. Et je défends précisément... Mais non, vous comprenez pas s'il a dit pourquoi donner des armes aux Ukrainiens s'ils ne peuvent pas les utiliser contre leurs ennemis de Fla. Mais non, mais les gars, c'est une guerre d'agression. Les Ukrainiens se défendent. En fait, ils se défendent. Ils se défendent avec des armes européennes. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils veulent changer le rapport de force. En fait, les Ukrainiens veulent changer le rapport de force. Ils demandent aux Américains, est-ce que c'est possible d'aller taper des positions militaires russes en Russie? C'est simple. Mais sinon, ils utilisent déjà des armes européennes contre leurs ennemis, hein, mais dans le sol ukrainien. Et là, ils veulent passer au stade du sol russe. Voilà, c'est ça, tout simplement. Ils veulent juste changer le rapport de force. L'idée d'un budget, d'une part, voilà, c'est ça, ils veulent être les attaquants. À 3% du PIB et surtout la préférence européenne dans les achats de matériel de défense. 80% des... Oui, bon, c'est bon, les spammers là. Dofla, faut voter Asselineau pour ne plus entendre Glucksmann. Dofla, faut voter Asselineau. Vas-y, écris-le une dernière fois, tu vas voir ce qui va se passer. Écris-le une dernière fois, tu vas voir. Vas-y, écris-le. Porte tes couilles, écris-le. Hausse de budget dans tous les États membres liés à la défense depuis le déclenchement de la guerre par Vladimir Poutine ont été faits au bénéfice de prestataires extra-européens et notamment pour toutes et des prestataires américains. Donc je pense que face à ces menaces multidimensionnelles comme la Russie, il faut qu'on soit capable d'assurer notre souveraineté diplomatique et militaire. C'est la même question pour toutes et tous parce que c'est une question extrêmement concrète qui dépend notamment de ce qui va se passer au Parlement européen. Manon Bry, oui ou non, autoriser des missiles européens pour frapper le sol russe? La question En vrai, les gars, la question elle est intéressante. La question, je la trouve super intéressante. Frapper en profondeur le sol russe, parce que ça voudrait dire en pratique de monter encore le niveau d'escalade et d'avoir l'affrontement entre 2 puissances nucléaires, la France et la Russie, ce qu'on a réussi à éviter même pendant la guerre froide. Bien entendu qu'il faut continuer à aider l'Ukraine, y compris logistiquement, financièrement. Je propose l'annulation de la dette,
y compris militairement. Il y a moins d'un tiers des promesses qui ont été faites à l'Ukraine qui n'ont pas été tenues. Je pense à des véhicules avant blindés, je pense à des systèmes de défense antiaérien. Voilà des choses très concrètes que nous pourrions livrer à l'Ukraine. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Vous parliez, Madame Hayé, un peu plus tôt de rapport de force vis-à-vis de Vladimir Poutine. Et vous avez raison, dans une certaine manière, qu'il comprend que le rapport de force... Mais je m'interroge quand même. Ouais, Soukoro, merci. Est-ce que vous allez continuer à importer du gaz russe, de l'engrais russe? Les importations de gaz ont été multipliées par 2 en France et vous allez continuer à importer du gaz russe. Voilà des leviers concrets que l'on a vis-à-vis. On n'importe plus d'ici à 2 ans. Un an même. Au moins là-dessus, vous n'avez pas besoin d'un appel à un ami, c'est une bonne nouvelle. Mais pourquoi vous dites d'ici 2 ans? Pourquoi vous n'arrêtez pas dès maintenant? Pourquoi vous avez attendu, ça fait 2 ans que la guerre a commencé, donc vous allez attendre en tout 4 ans avant de finir les importations de gaz russe, finir les importations d'engrais russes. Vous voyez, il y a une certaine forme d'hypocrisie. Je pense qu'il faut prendre les choses avec sérieux, y compris de se poser la question de comment on trouve une issue à ce conflit. Comment ? Eh ben, je pense qu'il faut ouvrir des canaux diplomatiques. Voilà, il y a un sommet pour la paix qui a été proposé par l'Allemagne les 15 et 16 juin. Je me demande, où est la France ? Où est l'Union européenne? Quelles initiatives ils ont prises? Parce que je pense qu'il n'y aura pas d'issue militaire à la guerre et qu'il faut faire en sorte de mettre tous les protagonistes autour de la table, pas aux conditions de M. Poutine, et qu'il faut continuer en attendant à aider l'Ukraine, mais que c'est la seule issue. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à l'aider en la faisant rentrer dans l'Union européenne? Êtes-vous favorable, Manon Aubry, à l'ouverture de l'Union européenne? Je suis défavorable, je vais vous dire. D'abord parce que il n'y a pas besoin d'y avoir l'Ukraine dans l'Union européenne pour aider l'Ukraine. J'ai voté, par exemple, un programme de 50 milliards d'euros d'aide il y a quelques mois de cela. Et puis la deuxième question, c'est on ne va pas aider l'Ukraine en affaiblissant notre agriculture et notre industrie. Savez-vous le... En gros, les gars, je sais pas si la Russie... Wesh, ça bug là. Ah, c'est bon. En gros, la Russie, ils vont potentiellement gagner la guerre, mais on appelle ça une victoire à la Pyrrhus. Est-ce que vous savez ce que c'est une victoire à la Pyrrhus, le chat? Une victoire à la Pyrrhus. Genre, est-ce que vous connaissez ou... Non, vous connaissez pas. En gros... Une victoire à la Pyrrhus, c'est... Ils ont gagné la guerre, mais il y a tellement eu de pertes du côté russe que la victoire, elle est en quelque sorte... C'est une victoire difficile. Elle est chèrement acquise, quoi. C'est une victoire difficile. Une victoire à la Pyrrhus. Voilà. Biélorusse à la Pyrrhus. Pyrrhus, c'était... dans je sais pas quel pays. L'Italie, la Grèce, j'en sais rien, moi. Tu gagnes sans gagner, exactement. Donc, il y a beaucoup d'experts qui voient vraiment les Russes gagner, vraiment gagner, mais il y aura tellement de pertes du côté des soldats russes. L'économie russe aussi va être affectée, qu'on aura des suites. Je ne sais pas quelles seront les suites, mais ça va être un sujet qui va être intéressant, la suite de tout ça, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'il va mettre comme gouvernement en Ukraine? Quelle sera la réponse des Européens, des Américains, des Chinois? Ça peut être intéressant. Salaire minimum de connaître la suite. Il est de moins de 200 €. Le prix de production... Ça veut dire que vous voyez les ouvriers ou les travailleurs ukrainiens comme des concurrents On n'est plus dans l'international ouvrier. C'est une évidence que c'est une concurrence déloyale. Le prix de production... Donc il y a le bon ouvrier, le prix ouvrier. Non, le prix de production du poulet, c'est moins de 3 € le kilo de production de poulet. C'est 7 € en France. C'est une évidence que c'est une concurrence déloyale. Et je pense qu'il faut tirer les leçons du dernier élargissement, ou après lequel la moitié des usines qui ont fermé en France ont été délocalisées au sein même... Alors, on va rester sur la question et on va attendre voilà, la réponse de Desfontaines. Qu'est-ce que il en pense quoi, le communiste? Léon Desfontaines, la question de la défense et la question sociale, puisque Manon Aubry pose aussi cette question de la concurrence entre travailleurs. On a toujours été clair, bien sûr qu'il faut aider les Ukrainiens face à ce qui se passe. D'ailleurs, Nelson Mandela disait que c'était les oppresseurs qui déterminaient les armes de l'oppressé. En l'occurrence, il y a un oppresseur, la Russie, et il y a un oppressé, un pays qui a été envahi, l'Ukraine. Et donc, bien évidemment, il faut aider les Ukrainiens à se défendre pour que, tout simplement, ils puissent négocier en rapport de force. Il y aura de toute façon, un moment ou un autre, une négociation, mais il faut à tout prix que l'Ukraine, que M. Zelensky puisse négocier en rapport de force pour éviter justement de légitimer cette intervention de la Russie. Maintenant, j'entends également une musique qui monte depuis le conflit en Ukraine. Certains, de manière assez cynique, je dois dire, instrumentalisent ce conflit pour dire qu'en effet, il faudrait élargir l'Union européenne. Attendez, avant d'élargir, pardon de vous couper, avant d'élargir, pour que je comprenne bien, sur les missiles, qu'est-ce que vous dites? Vous dites qu'il faut aider l'Ukraine. Nous, il y a une ligne rouge qui a toujours été fixée sur l'aide à l'Ukraine. C'est celle de ne pas devenir co-belligérant, c'est celle de ne pas envoyer des troupes sur le territoire, et c'est de celle, justement, de ne pas être en capacité d'envoyer des armes, en tout cas de refuser que nos armes servent à attaquer des civils russes. Voilà, et donc la Russie. Et donc je disais, certains, de manière assez cynique, cherchent à instrumentaliser
ce conflit. Il est basé, le communiste, il est basé, mais on va voter quand même pour Manon Aubry, monsieur Desfontaines, désolé. Pour dire qu'il faudrait élargir l'Union européenne d'ici 2030, voire 2035. Vous êtes nombreux, Valérie, Raphaël Glucksmann, vous êtes favorable à l'élargissement, si les conditions le permettent, l'élargissement à l'Ukraine. Juste autrement dit, demain. Moi, j'ai vécu dans ma chair, chez moi, à Amiens, dans la Somme, les conséquences du dernier élargissement de l'Union européenne, en tout cas de la dernière vague d'élargissement de l'Union européenne à l'est de l'Europe. J'ai vu ces ouvriers de Goodyear, de Whirlpool, qui ont vu leur usine délocalisée à l'est de l'Europe parce que la manœuvre, elle était 2 fois moins chère. Cette Europe de la concurrence déloyale, je le dis, il faut y mettre un terme. Et on n'y mettra pas un terme en élargissant l'Union européenne à des pays où le salaire minimum, en effet, est aux alentours de 200 € par mois. Mais pire que cela, j'ai envie de dire, à la limite, on peut avoir des désaccords, on peut avoir du débat. Mais consultons les Français. Goodyear, Dofla, bah oui. Je n'ai jamais participé à aucun référendum en France. Je n'étais pas en âge de voter lors du dernier référendum sur le traité constitutionnel européen. Comment se fait-il que les nouvelles générations n'aient pas leur mot à dire sur l'Union européenne dans laquelle ils vont vivre demain? Que ce soit sur les règles austéritaires que vous avez votées, M. Glucksmann, ou que ce soit sur l'élargissement de l'Union européenne. Excusez-moi, oui, pas vous, les socialistes européens. Les socialistes européens que vous voulez, M. Glucksmann. Les socialistes, excusez-moi, M. Glucksmann, je ne vous ai pas coupé. Je ne vous ai pas coupé, monsieur Glucksmann. Je ne vous ai pas coupé. Donc je disais sur bah oui, les socialistes européens ont voté pour le retour des règles austéritaires. Vous nous dites partout, l'enjeu de cette Europe, c'est de changer l'Europe, de permettre aux socialistes européens d'être majoritaires. Les socialistes, ils ont voté main dans la main avec Mme Hayé, avec monsieur Bellamy pour le retour des règles austéritaires. Si on a des services publics aujourd'hui qui sont à bout de souffle, si on a des fonctionnaires et des enseignants qui sont si mal payés, si chez moi en Picardie, si chez moi en Picardie, on a des classes qui ferment aujourd'hui, c'est à cause de vous. C'est à cause des socialistes européens qui ont voté main dans la main avec les libéraux contre les règles austéritaires. On a besoin, en effet, aujourd'hui d'avoir une gauche authentique. François-Xavier Bellamy, on vous a pas entendu sur l'Ukraine. L'Ukraine vous intéresse peu, mais gros, t'es trop bon, mon gars, merci. J'ai dit qu'il fallait aider les Ukrainiens. Un peu de décence, juste. Un peu de décence sur le sujet. Moi, je n'instrumentalise pas le sujet ukrainien. J'ai dit qu'il fallait aider les Ukrainiens à se défendre. Et alors, sous-entendu que vous le faites. Oui, bien évidemment. Parce que vous voulez le faire pour élargir l'Union européenne à de nouveaux pays. C'est ça la réalité. Vous profitez de ce conflit de manière honteuse, pour élargir l'Union européenne. Pour élargir l'Union européenne, monsieur, à des pays où le salaire minimum est à 50 € par mois, où nos agriculteurs aujourd'hui seraient mis en concurrence de manière déloyale. C'est ça la réalité. Léon Desfontaines, s'il vous plaît. François-Xavier Bellamy. Mais Glucksmann aussi, hein. Tu vois, moi, par exemple, moi, je suis contre l'idée d'avoir un élargissement, parce que élargissement, ça fait trop penser à une sorte de politique expansionniste. C'est l'impérialisme, l'expansionnisme. J'aime pas l'idée d'accepter d'autres pays, d'élargir comme ça, on allait conquérir d'autres territoires, d'autres pays. Je sais pas, j'aime pas j'aime pas Glucksmann. Moi, je vous jure, les mecs, j'aime pas du tout. Là, maintenant, on va commencer à arrêter de me poser la question de pourquoi Dofla, tu n'aimes pas Glucksmann. Maintenant, vous l'avez vu, vous l'entendez, vous l'écoutez. C'est Glucksmann, quoi. C'est le Glucksmann auquel je ne vais pas voter. Voilà. On vous a pas entendu sur l'Ukraine, les questions que l'on posait avec Apolline, à la fois élargissement et sur l'aide militaire, les missiles. Aujourd'hui, ce que les Ukrainiens attendent, c'est qu'on les soutienne concrètement dans leur combat en leur apportant les armements, les munitions, les équipements nécessaires pour sauver la vie des militaires ukrainiens. Mais y compris des armes qui puissent être utilisées sur le sol russe. Fallait s'inscrire, Sally. Je ne le crois pas. En fait, fallait s'inscrire aux listes européennes. Enfin, fallait s'inscrire aux listes, pour aller voter. Mais à ce qui paraît, si je dis pas de bêtises, si tu as voté en 2022 au présidentiel, si tu as voté et aux législatives, bah tu peux voter pour les européennes. Tu peux voter. Tu peux voter. Parce que nous n'avons pas le droit de participer à une situation qui verrait un risque de confrontation immédiate entre des blocs nucléaires. C'est une proposition irresponsable qui est soutenue aujourd'hui. Je ne dis pas cela parce que nous ne devons pas soutenir l'Ukraine. Nous devons la soutenir d'abord en lui apportant ce dont elle a besoin. Et la France est très en retard du point de vue de ce qu'elle pourrait apporter. Nous avons la deuxième industrie en termes d'exportation dans le monde. Nous avons la première armée conventionnelle en Europe. Une armée qui, je crois, est digne de ce nom. Elle a besoin de se réarmer, mais elle a aussi, aujourd'hui, nous avons, la France, la possibilité d'être bien plus concrètement présent aux côtés des Ukrainiens dans ce combat qu'ils mènent. Moi, je voudrais dire simplement que le défi aujourd'hui, il faut prendre un peu de champ. C'est évidemment la défense de notre démocratie. C'est la défense de notre Europe. C'est la défense de nos pays face à des menaces qui sont multiples. Il y a la question de la Russie, bien sûr, qui est majeure aujourd'hui pour nous. Mais il y a aussi, évidemment, ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Et l'attaque de l'Iran récemment devrait tous nous réveiller sur le fait que, je pense au Parti socialiste qui avait demandé qu'on désarme Israël, la menace aujourd'hui est là. Et puis il y a d'autres pays, d'autres puissances qui, à nos frontières, ont décidé de faire la preuve que la violence peut l'emporter sur le droit international.
dire un mot de la situation de l'Arménie, qui est aujourd'hui menacée par l'Azerbaïdjan, par la Turquie. Turquie, dont la trajectoire fait qu'elle menace aujourd'hui aussi des pays membres de l'Union européenne. Un pays comme Chypre est occupé aujourd'hui par la Turquie, c'est un État membre de l'Union européenne. Et là-dessus, on doit évidemment réarmer l'Europe. C'est une proposition que nous portons depuis longtemps. J'ai été rapporteur du Fonds européen de défense. Réarmer l'Europe, ça ne veut en aucun cas dire qu'on doit créer une armée européenne. Ce serait totalement contraire au principe même de la souveraineté de nos démocraties, de nos pays. Mais ça veut dire qu'on doit travailler ensemble sur une industrie européenne de défense. Et là, je crois, on n'a pas droit, en effet, au « en même temps ». On a entendu le « en même temps » de Valérie Haye. J'ai eu du mal à comprendre ce que vous vouliez dire exactement sur la question de l'Ukraine. Mais pardon de le dire, vous ironisiez, Monsieur Bardella, et pardonnez-moi de vous faire... Ce que vous allez dire. J'ai déjà la réponse. Allez-y, dites-le, quand même. En fait, vous nous avez expliqué à l'instant que la Russie était une menace. Tu vas regarder en entier, Dofla? Oui, je vais regarder parce que là, il y a le sujet le plus important, donc la guerre. Donc ça va parler de l'Ukraine, de Israël-Palestine, de l'Iran aussi, qu'est-ce qui va se passer dans le Middle East. Et ensuite, on va parler de l'immigration aussi. Donc là, on est sur le meilleur moment du débat. C'est le meilleur moment du débat. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi les chats, hein. Pardon. Désolé. Pardon. Pardon, désolé. J'ai pas fait exprès. Mais j'ai pas fait exprès. Putain. Multidimensionnel. Vous avez utilisé ces mots exactement maintenant, vous les aviez déjà employés il y a quelques jours. Le lendemain, Monsieur Mariani, qui est sur votre liste, dit le contraire. Beaucoup de comptes à régler avec votre famille politique, vous, manifestement. Mais pardon, Monsieur Mariani est chez vous. Moi, enfin, il a été ministre de Nicolas Sarkozy. Mais je n'étais pas dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Moi, Monsieur Bardella, je n'étais pas dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy et je vous dirais une chose très simple. Je n'accepterai pas un instant, pour ma part, de siéger avec Monsieur Mariani. Parce que je voudrais bien savoir moi aussi quelle est la position du Rassemblement national. Je voudrais bien essayer de comprendre cette ambiguïté stratégique étrange qui fait que vous avez... Mariani, il me semble que Mariani, qui est un député européen du RN, je crois que Mariani, il était dans le camp Sarkozy, hein. Si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si je me trompe, les gars. Et d'un côté, vous avez expliqué sur le plateau de TF1 qu'il y avait des courants dans votre parti. Alors oui, vous avez un courant le vôtre qui dénonce la Russie comme une menace multidimensionnelle, et puis un autre courant qui, lui, pour le coup, explique que la Russie n'est pas une menace. Vous avez un courant qui défend l'Arménie, et puis un autre courant qui... Et Jordan Bardella vous répond pour avancer. Jordan Bardella. Je suis désolé de le dire, mais vous avez employé les termes de défense de la souveraineté nationale. C'est un enjeu de souveraineté. Jordan Bardella, d'un mot. Protéger notre pays contre les ingérences court, qui pèsent sur lui aujourd'hui. Ce qui me frappe, c'est que je pense que, et on l'aura peut-être vu depuis le début de cette émission, c'est que M. Bellamy est frappé du syndrome de Stockholm. Parce que la présidente de la Commission européenne, qui précisément sur le dossier des affaires étrangères va chercher du gaz auprès de M. Aliyev, auprès d'une dictature en Azerbaïdjan. La différence entre nous, M. Bardella, c'est que moi je l'ai dénoncé dès le premier jour. Je ne vous ai pas interrompu, et que si Mme von der Leyen n'est pas réinvestie demain, ce sera grâce au combat que j'ai mené au Parlement européen. Soyez élégant, vous n'êtes pas de gauche, donc soyez élégant. Vous soutenez la fille, elle rigole derrière. Présidente de la Commission européenne. Je ne l'ai jamais soutenu. Elle est membre de votre parti politique. Jamais soutenu. Donc vous êtes. Semaine dans ce je peux répondre parce que manifestement l'élément gêne. Personne ne comprend rien. Jordan Bardella, Monsieur Bellamy est frappé du syndrome de Stockholm. La présidente du Parlement européen est membre de son parti politique européen. La présidente de la Commission européenne est membre de son parti politique européen. Donc l'Union européenne, le bilan de ce qu'on critique tous ensemble depuis maintenant 2 heures, c'est le bilan de M. Bellamy. Et M. Bellamy arrive comme s'il était dans l'opposition en nous disant c'est honteux que la Commission européenne, donc de sa famille politique, aille chercher du gaz. Et c'est moi qui ai déposé des amendements, monsieur. Vous ne pouvez pas. On a compris. Et comme vous l'avez dit tous les deux, vous avez déjà eu ce débat et je propose aux uns et aux autres d'aller le rechercher. Marie Toussaint, vous êtes très en retard. 2 questions, je vous les repose à vous. Ah mais. Désolé les écologies, hein. Ah, je suis vraiment désolé, hein. Les écologistes, je suis désolé. Alors, ça va parler de la Palestine, mesdames et messieurs. Mais excusez-moi les gars, je suis vraiment désolé. Non, je suis un bâtard, je sais que ça va me retomber dessus les mecs, ça va me retomber dessus. Cette censure de tout ça, putain, ça va me retomber dessus. À terme, bien sûr. À terme, bien sûr. C'est bon, c'est répondu. Non, Madame Maréchal. Donc ne caricaturez pas. Je vais prendre une glace, les mecs. Ne caricaturez pas, Madame Maréchal. Vous savez. On a compris, caricaturer, Madame Toussaint.